Bonjour à toutes et tous. Nous allons débuter notre conférence. Je laisse encore quelques instants pour permettre à tous de nous rejoindre. En attendant, je vous précise que le support de cette conférence sera disponible ainsi que son replay sur le site internet de la Fédération www.fédération-santé-au-travail-idf.org. Donc le support sera disponible tout de suite après la conférence et le replay demain. A priori, la majorité des participants est arrivée. Donc, bienvenue à toutes et tous. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les impacts de la crise sanitaire et les perspectives attendues en matière de pratiques managériales. La situation actuelle implique pour les entreprises et leurs organisations de combiner à la fois des mesures de prévention liées à la contamination par le virus, par la Covid-19, de combiner ces mesures de prévention spécifiques aux mesures de prévention habituelles, et tout ça en pensant aux mesures de prévention qui peuvent être liées à un travail qui est effectué dans des conditions en ce moment parfois inhabituelles. Vous avez été en tant que manager, dirigeant, professionnel des ressources humaines, particulièrement sollicité dans cette période. Vous l'êtes toujours et vous le serez encore. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cette conférence sur l'impact de la crise et les perspectives en matière de pratiques managériales. Donc cette conférence, elle est organisée collectivement par 9 services de santé au travail de la région Île-de-France, en partenariat avec l'Association nationale des DRH, l'ANDRH. Laurence Breton-Cueny, qui est vice-présidente de l'ANDRH et directrice des ressources humaines du groupe AFNOR, nous fera part de sa perception des évolutions des pratiques managériales et des travaux de l'ANDRH. Nous débuterons la conférence par quelques retours d'expérience issus des questions que vous évoquez lors de vos échanges avec les services de santé au travail. Je vous présenterai ces retours d'expérience, donc j'en profite pour me présenter moi-même. Céline Roux, déléguée générale de Santé au Travail, Fédération Île-de-France. Nous serons accompagnés par Bruno Perdieu, qui est coordinateur projet et développement au sein de Santé au Travail, Fédération Île-de-France, qui nous aidera à répondre au mieux, à organiser les questions pour que nous puissions répondre au mieux aux questions que vous pouvez poser en ligne. Donc, pour poser vos questions en ligne, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit bouton Q et R. Une fenêtre de dialogue s'ouvre, vous inscrivez votre question et en cliquant sur envoyer, elle nous parvient et donc Bruno nous aidera à organiser toutes ces questions pour que nous puissions y répondre. Pour débuter cette conférence, je vous propose de balayer quelques sujets sur lesquels nous sommes sollicités et d'en extraire des points clés, des points de vigilance. Ces différents sujets ou questions qui nous sont posés régulièrement et les impacts qu'ils ont sur vos pratiques de manager ou dirigeant nous ont fait penser qu'un webinaire plus spécifiquement consacré au management pourrait être judicieux. La question du confinement, le télétravail, les conditions d'urgence dans lesquelles il a pu être mis en œuvre, les inquiétudes des salariés, les impacts économiques de la crise sanitaire, le protocole à mettre en œuvre, les arrêts de travail, les cas Covid en entreprise et j'en passe. Autant de sujets sur lesquels vos organisations se sont mobilisées et auxquels elles doivent s'adapter dans des délais particulièrement serrés. En tant que service de santé au travail, ces problématiques, elles ressortent quotidiennement lors de nos échanges avec vous ou avec les salariés de vos entreprises. Et donc, à partir de ces expériences, nous sommes, par exemple, particulièrement sollicités
pour vous accompagner ou vous conseiller sur l'élaboration ou la mise à jour de documents réglementaires tels que le document unique d'évaluation des risques professionnels. Un bon nombre d'actions que vous avez à engager, dirigeants ou managers, vous le savez, relèvent de mesures qui sont réglementaires et qui sont à mettre en œuvre. Elles vous mobilisent considérablement. Le document unique, le plan de prévention avec les sous-traitants, avec des prestataires, les plans de continuité, les plans de reprise d'activité. C'est tous ces documents ou même encore les notes de service, voire la mise à jour du règlement intérieur, ça nécessite un investissement conséquent de votre part et ça mobilise aussi le dialogue social. Heu, Ça mobilise le dialogue social pour identifier, formaliser les actions, formaliser des actions qui soient adaptées à l'activité de votre entreprise. Le dialogue social, il est aussi mobilisé pour accompagner l'acceptation sociale de ces mesures, pour en renforcer la diffusion. Et pour tout ça, la qualité du dialogue social, c'est un atout et vous le savez encore mieux que moi, c'est vous qui le vivez au quotidien. Et ce dialogue social, il est indispensable. Il est indispensable pour faciliter la mise en œuvre des actions, comme je vous le disais, mais aussi parce qu'il est prévu réglementairement. Depuis le début de la crise sanitaire, on a pu, nous, observer que les réunions de CSE, y compris à distance, elles ont été multipliées. On l'observe parce que les médecins du travail, ils ont été régulièrement sollicités pour y participer. Et donc, depuis plusieurs mois, vous êtes dans la rédaction de ces documents, dans l'animation du dialogue social, dans l'organisation des réunions, tout ça pour faire en sorte que l'organisation et les mesures que vous mettez en place, elles puissent être concertées ou validées. Et vous êtes aussi dans la mise à jour permanente de toutes ces informations, ces documents et les mesures à mettre en œuvre, où les dispositifs d'aide existants, ils évoluent quasiment quotidiennement, ou en tout cas plus que régulièrement. Et pour toutes ces actions, pour la mise en œuvre de ces actions, votre service de santé au travail, il peut vous accompagner. Et à partir de nos expériences, donc j'ai choisi de faire ressortir deux points de vigilance, deux points clés qui sont régulièrement évoqués dans nos échanges. Par exemple, dans la formalisation du document unique ou lors de l'évaluation des risques, on a pu observer une focalisation sur les situations où les risques spécifiques à la Covid-19 sont pardon, on a pu, voilà, on a pu observer que, les risques spécifiques à la Covid-19, les entreprises, elles focalisent réellement dessus, et c'est logique. Pourtant, il faut aussi prendre en considération les risques et les mesures qui sont liées aux situations qui découlent de la situation exceptionnelle. Donc, par exemple, le télétravail ou encore les risques liés à une charge de travail qui porte sur un plus faible nombre de personnes. Tout ça, ce sont des situations à risque qui sont liées aux répercussions de la crise sanitaire en matière d'organisation et pas forcément au virus directement. Donc, je ne peux que vous alerter sur la nécessité de prendre les risques liés au virus en tant que tel, mais aussi aux situations exceptionnelles. Le deuxième niveau sur la formalisation, toujours sur la formalisation de ces documents, je vous engage aussi à suivre régulièrement la jurisprudence en la matière, voire à vous faire accompagner pour la formalisation. On a pu voir que cette formalisation, elle peut avoir un impact non négligeable devant les tribunaux avec des formulations telles que risque biologique. Mon deuxième point d'alerte ou conseil, c'est de ne pas rester isolé. La problématique, elle est complexe, elle est changeante. Plus vous serez entouré, plus facile ce sera ou en tout cas, moins ce sera difficile. Pour vous soutenir, vous avez par exemple le référent Covid, en interne de votre entreprise que vous avez dû nommer. Vous avez aussi d'autres compétences internes, compétences techniques ou juridiques, donc compétences internes ou externes.
Et en partenaire externe, vous avez, ou interne pour certains, vous avez votre service de santé au travail. J'en profite pour le rappeler, notre mission exclusive en tant que service de santé au travail, c'est la prévention des risques professionnels. Donc, on est un partenaire particulièrement adapté pour vous accompagner dans la période. En partenaire externe, vous avez aussi la NDRH, si vous y adhérez, les organisations professionnelles aussi, donc qui sont des structures qui s'investissent beaucoup pour vous faciliter un maximum l'accès à l'information, la transmission de l'information, voire la retraduction dans certains cas. Euh, on, on retrouve aussi en partenaire externe les chambres de commerce et de l'industrie, les chambres de métier et de l'artisanat, et la Direct et la CRAMIF en Ile-de-France, qui sont deux institutions qui sont dotées elles-mêmes de conseillers en prévention. Le second volet sur lequel il me semble important de vous faire un retour d'expérience, c'est celui des impacts organisationnels. On a été particulièrement sollicité, et on l'est toujours, sur la mise en œuvre du protocole sanitaire dans ses différentes versions. Que ce soit sur la mise en œuvre du télétravail pendant et après le confinement, sur les choix des équipements de protection ou encore sur la mise en place des mesures d'hygiène ou de nettoyage des locaux, les entreprises adhérentes nous sollicitent encore aujourd'hui pour être conseillées et accompagnées. Ces entreprises, elles ont pu se retrouver à une période démunies, en particulier par rapport aux mesures de distanciation physique ou au télétravail, et surtout dans leurs impacts sur leurs organisations. Et ces entreprises, elles sont souvent encore en cours d'adaptation ou d'ajustement. Vous rencontrez aussi une problématique qui prend peut-être plus de place que d'habitude dans vos organisations et dans votre quotidien, c'est celle de la place de la santé de vos salariés. Cette question, elle prend plus de place tout simplement parce que potentiellement tous les salariés sont concernés, qu'ils soient potentiellement exposés, porteurs de la Covid, en contact ou contaminés par la Covid. Et les questions des tests ou de prise de température ou encore la protection des personnes les plus vulnérables et les arrêts de travail qui peuvent en découler, tous ces éléments, ils ont un impact extrêmement fort sur votre quotidien et sur vos organisations. J'en profite pour faire un deuxième petit aparté. La validité du décret qui permettait aux médecins du travail de prescrire des arrêts a pris fin depuis le 31 août, donc on n'est plus en mesure de répondre à ces sollicitations. Je ferme la parenthèse. Comme je vous le disais, tous ces éléments, ils ont un impact important sur vos organisations, mais aussi sur les risques professionnels des salariés, et en particulier sur les facteurs de risque psychosociaux. Alors, je vous ai listé quelques facteurs, mais je ne vais pas forcément les décliner. En termes de points de vigilance, les deux points clés que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la nécessité de penser ces impacts jusqu'au long terme et celle d'accompagner vos salariés, du coup, à la fois dans les courts, moyens et long terme. Les changements ou les craintes vécues, ça a pu faire évoluer à la marge ou fondamentalement les rapports que les collaborateurs ont au travail. Le deuxième point clé sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que les managers, professionnels des ressources humaines et dirigeants sont eux-mêmes concernés au premier plan par l'ensemble des facteurs que je vous ai cités. Et en plus, ils sont sollicités, attendus, observés sur des éléments, pour certains, qu'ils mettent en œuvre, et pour d'autres où ils n'ont pas du tout la main dessus, enfin, qui maîtrisent moins ou pas du tout. Et du coup, il est nécessaire que vous puissiez être accompagné, soutenu dans l'évolution de vos pratiques managériales, donc soutenu, accompagné, formé, que vous puissiez penser des évolutions de vos pratiques. C'est votre propre problématique aussi de santé au travail qui est en jeu, mais sur ce point, Laurence Breton-Cueny, à laquelle je vais laisser
la parole reviendra plus particulièrement sur ces points. Je laisse la parole à Madame Breton-Cueny. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je vais essayer de prendre l'écran, à moins que ce soit vous qui continuiez. Vous pouvez. Merci. Ce sera plus simple pour moi. Bonjour à tous. Donc, je suis dans mon bureau. J'espère que le son va. J'ai vu que c'était une préoccupation. Je vais très, très vite pour qu'on se retrouve effectivement sur ma présentation. Donc, je suis DRH du groupe AFNOR et puis tout ce que vous avez dit, Céline, je le partage parce que je suis aussi responsable du PCA pandémie grippale et puis référente Covid, sujet sur lequel j'ai écrit dès 2009, à l'époque effectivement de l'achat ENA. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter des travaux qui ont été menés, soit en partenariat avec l'ANDRH, sur des sujets qui sont reliés à la discussion du jour. Donc, je ferai un point sur le retour de l'étude de l'APEC qui date de décembre 2019, mais que nous avions réactualisé puisque la présentation a eu lieu en période de confinement, puisque nous avons partagé le 29 mars dernier. Pour ceux qui ne connaissent pas la NDRH, nous sommes plus de 5000 adhérents. Alors là, c'est à titre personnel en France et nous sommes répartis entre 80 groupes locaux. Donc, comme les autres présidents, vice-présidents, nous sommes tous des bénévoles. Et puis, la deuxième étude que je vais partager avec vous, que certains ont peut-être déjà vue, c'est celle que nous avons menée avec le Boston Consulting Group sur le futur du travail vu par les DRH. Et puis, nous aurons l'occasion, effectivement, en cours de route, si vous avez des questions-réponses, on les fera peut-être juste après les parties. Mais je crois, Céline, que c'est Bruno qui nous fera un petit peu un retour. Donc, tout d'abord, cette étude de l'APEC, et en la regardant à nouveau pour la partager avec vous, je me suis dit que j'allais la partager avec les managers qui sont bien nombreux et effectivement que j'ai animé pendant cette période de confinement un peu plus intensément. On le voit bien, le management à distance, bon, c'est un sujet d'actualité et nous allons le voir ensemble. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est le constat. Rappelez-vous, nous sommes en décembre 2019. Alors, ce n'était pas le Covid, c'était pour nous en Île-de-France la période des grèves des transports. Voilà, donc ça veut dire qu'on a vraiment enchaîné. Donc déjà, on voyait que les managers évoquaient une évolution de leurs attentes. Donc c'est toujours intéressant. Ce qui est aussi intéressant, et d'ailleurs pour plus que nous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de DRH également parmi vous ou de fonctions RH, c'est que cela varie selon la taille des organisations. Donc là, vous le voyez bien, finalement, plus la taille est importante, et en fait, c'est assez corrélé et pas forcément surprenant, et plus ces attentes sont fortes. Vous voyez, on passe de 68% dans les PME à 77% dans les grandes entreprises. Mais dans ces nouvelles attentes, c'est vraiment, et on en parlera tout à l'heure quand on parlera des soft skills, c'est la dimension relationnelle du management. La responsabilisation des salariés, c'est vraiment intéressant. Et là, on voit bien que c'est un changement de posture, notamment pour certains managers qui étaient plus sur le management hiérarchique. On voit la qualité de vie au travail qui s'invite. Alors nous, on en est tous convaincus, mais bon, voilà, ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et surtout, la dynamique participative. Alors, les nouvelles attentes, et ce qui est important de voir et de partager avec vous, c'est les facteurs d'évolution. Et dans les principaux facteurs, c'est l'accélération du rythme des transformations. Vous le savez, il y a un certain nombre d'études qui le mentionnent. Il y a des organisations qui changent à tout va et au bout d'un moment, je veux dire, trop de transformations tue les transformations, c'est le cas de le dire, puisque les personnes n'ont pas le temps de se repérer et je pense qu'on peut partager cela et on le voit bien parfois quand on fait tous des baromètres sociaux qu'il faut toujours redéfinir les organisations. Donc cette accélération, c'est un fait et ça ne va pas effectivement décroître avec la situation sanitaire que nous vivons et les impacts sociaux et économiques qui vont avec, mais en tout cas, c'était déjà en numéro 1 des facteurs d'évolution. Les aspirations des salariés, on parle beaucoup d'équilibre vie privée et vie professionnelle, et là, ces aspirations arrivent en numéro 2. La gestion des nouvelles générations, alors c'est vrai qu'à la fois, on gère ces nouvelles générations,
Et puis, on gère des générations qui devaient partir et qui restent avec la réforme des retraites, qui est un, pas un autre souci, mais un autre élément. Et on le voit bien, puisque on a tous fait des GPEC, on a tous fait des prévisions, et puis on se retrouve finalement avec des personnes qui auraient dû partir et qui restent. Combien d'entre nous, encore, beaucoup de collaborateurs qui partent aujourd'hui à 65 ans, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, et ce qui oblige effectivement à revoir cette gestion des nouvelles générations entre ceux qui arrivent avec voilà, des envies différentes. L'accroissement de la concurrence, bon, là, on avait à un moment donné dans les facteurs d'évolution, c'était également la marque employeur. Là, le turnover, c'est un peu différent. On arrive dans un monde et puis les nouveaux modes de travail. Alors, on voit bien que les managers concernés par le télétravail ont bien changé énormément. Alors, d'une part, il faut un métier éligible. Tous les métiers ne sont pas éligibles, loin s'en faut. Et on voit bien qu'on a des différences et on aurait encore plus de différences dans les secteurs d'activité. On voit bien que cette situation s'est accélérée pendant la crise sanitaire. Maintenant, et là on le voit aussi, aujourd'hui, la performance opérationnelle, je dirais même la performance économique est toujours une des priorités. Et on le voit bien, et ce qui est amusant, pas plutôt amusant, mais plutôt en fait assez rassurant, c'est que nous sommes tous alignés. C'est-à-dire que la recherche de la performance reste et demeure une priorité. La responsabilisation des salariés vient en suivant. Ensuite, le travail collaboratif, qualité de vie, et on le voit bien entre, vous voyez, les critères et un autre point marquant, et c'est intéressant également pour vous de faire un benchmark par rapport à vos propres organisations, de voir si ce sont des critères qui sont pris en compte dans l'évaluation des managers. Donc, autant, on va dire que l'atteinte des objectifs de production et financiers arrive en tête. Et là, on le voit également que ce climat social, lui, peine encore finalement à émerger comme un critère. Maintenant, la recherche des équilibres, c'est un thème important puisque ça a été, nous, au niveau de la NDRH, l'université que nous avions faite. Vous savez, quand vous êtes adhérent à la NDRH, en fait, on fait une université pour tous les membres qui est offerte, qui est gratuite forcément. Nous ne sommes pas là pour faire du bénéfice, mais pour partager avec tous. Et on avait fait cette université sur les équilibres, l'équilibre. Et là, on se rend bien compte que nos managers n'ont pas forcément tous des équilibres. On se rend bien compte qu'en réalité, les managers, et là, il faudrait faire la distinction entre nos managers de proximité et les autres, la répartition du temps, et on voit tous dans nos organisations, est forcément différente. Le management n'est pas la part majoritaire. Mais si on faisait un petit sondage entre nous, on se rendrait compte que les uns et les autres, nous produisons également beaucoup. Et d'ailleurs, plus l'organisation est petite, moi je suis DRH d'une entreprise de taille intermédiaire, en France on est plus de 900, mais pour autant, en fait, on est tous, on va dire, dans l'opérationnel, ce qui d'un autre côté nous permet de garder une légitimité parmi les jeunes générations, où la compétence est une légitimité forte pour eux. Voilà, le reporting, on a beau en parler les uns et les autres, de parler des dashboards, des tableaux de bord, du reporting, on se rend bien compte que la réunionnite, et on peut le dire, pendant le confinement, cette réunionnite n'a pas forcément diminué pour autant. Parfois, elle était un peu plus courte, mais elle était encore présente. Et on voit que le reporting est important. Je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de faire attention, et on le voit bien à ce qu'on appelle la data obésité, c'est-à-dire on a beaucoup de données, mais parfois, on a du mal à avoir des données qui sont vraiment des données, on va dire, fiables et surtout précises, parce que n'oublions pas que les data doivent nous servir au pilotage de l'activité par rechercher des données pour des données. Maintenant, la question de l'autonomie, alors c'est un point important parce qu'on le voit bien dans le cadre de la santé, on parle de l'autonomie, entre la charge de travail, l'autonomie. Quand vous faites, comme moi, des baromètres sociaux, on fait la mesure du stress. Parmi les critères arrive bien sûr la reconnaissance, l'autonomie. Et on le voit bien que pour les managers, cette conciliation entre l'autonomie et le contrôle est un vrai dilemme. Donc, on voit bien que leur dilemme arrive effectivement l'autonomie et le contrôle. C'est important dans les styles de management, faire preuve de souplesse et d'autorité, bien-être et performance. Cela étant, et vous l'avez peut-être vu dans les différentes études qui ont été faites notamment aux États-Unis, eh bien, ce qui est particulier, c'est que
Parfois, c'était dans les troupes d'élite qui ont un management plutôt autoritaire et avec le contrôle, où finalement les personnes étaient le plus épanouies. Tout dépend du leadership et des raisons pour lesquelles, effectivement, on doit faire preuve d'autorité. Ça ne doit pas être forcément un style de management, ça doit être vraiment un style adapté à notre environnement. Cela étant, et on le voit bien, 4 managers sur 10 estiment que la fonction est difficile. Ce qui est particulier, et moi je le note, c'est qu'à la fois certains disent que c'est difficile, notamment les jeunes managers, on est tous en train de les équiper avec des formations. Pour autant, même quand il y a des échecs, parce que c'est pas toujours évident, son premier poste de manager, beaucoup ont du mal à retourner en arrière et on se rend compte que pour beaucoup d'experts, le management reste le Saint Graal. C'est vraiment une question peut-être qui est une question très, très franco-française où c'est la filière d'excellence reste pour beaucoup d'organisations le management. Maintenant, comme vous le voyez, nous, on donne beaucoup de support. On a fait plus de 40 webinaires depuis le début de l'année. Maintenant, quand on parle d'équilibre, on parle aussi de compétences. Cette question, d'ailleurs, du plan de développement des compétences est important. Ces compétences métiers, ce qui est important, c'est vrai que les équipes le mentionnent bien, on n'attend pas que le manager soit un expert. Or, souvent, quand vous demandez dans les hauts potentiels ou les potentiels managers, on a tendance encore aujourd'hui à vous faire émerger des experts. Bon, alors, il se trouve qu'il y a des experts qui ont des compétences également managériales, mais ce n'est pas le cas de tous les experts. Voilà, ce qu'on attend aujourd'hui d'un manager, c'est de guider, de faire grandir. Et vous le voyez un petit peu, le point important, c'est valoriser et reconnaître le travail. On a bien entendu parfois des managers qui font le travail, ce qui n'est absolument pas le rôle du manager, ou qui ont tendance, de peur à se sentir inutile, à reprendre le travail des autres. Ce qui n'est pas non plus voilà, ce qui est demandé. Et surtout, quand on est manager, en fait, on doit faire grandir. Ça veut dire aussi, on en reparlera quand on verra sur les soft skills, un manager doit avoir confiance en lui. Si vous n'avez pas confiance dans vos compétences, eh bien, vous ne pouvez pas ni reconnaître et valoriser le travail, ni permettre le développement des compétences, puisque vous auriez trop peur qu'on vienne prendre votre place. Maintenant, les soft skills. J'imagine que vous avez tous revu vos référentiels de compétences. Et là, ce qui est bien, c'est que cette étude le montre, c'est qu'on arrive à des points importants qui est le sens de l'écoute. Entre j'entends et j'écoute, c'est pas du tout la même chose. Le sens de l'organisation, c'est vrai que quand on est manager, on est en responsabilité, c'est-à-dire veiller à ce que l'organisation se passe bien, capacité à faire des choix. La prise de décision fait partie aussi du manager. Effectivement, quand on prend une décision, le risque zéro n'existe pas. Et on le voit bien en termes de gestion des risques en ce moment avec la crise sanitaire ou avec les protocoles. Parfois, on est obligé de prendre des décisions où on n'a pas forcément des réponses, on va dire, qui nous arrivent toutes faites. Mais la vie est faite de risques, d'autant plus quand on est manager. La capacité à responsabiliser et la capacité d'adaptation. Et on le voit bien, une compétence clé, et on l'a vu et c'est mentionné, qui est de rester connecté aux besoins de son équipe. Et on l'a bien vu en période de confinement, cette difficulté est certaine. Maintenant, le management peut-il s'apprendre ? Alors, c'est assez amusant quand je regarde ces questions parce que comme beaucoup d'entre vous, nous, on a des tests liés au management, tout simplement parce que vous pouvez être quelqu'un de bien, mais il faut mettre la bonne personne au bon endroit. Que ce soit pour un poste de management ou autre, mais encore plus crucial quand c'est le management, tout simplement parce que derrière, il y a une équipe. Alors, effectivement, le management peut s'apprendre, mais il y a des compétences de base et les tests sont là pour nous aider qui font qu'il y a des personnes qu'il faut mieux pas effectivement mettre en position de management, à la fois temporelle pour pas les mettre en difficulté que pour l'équipe. Maintenant, la personnalité, on le voit bien, est importante. L'expérience est bien, un jour ou l'autre, il faut bien être en position de management. C'est comme un chef d'orchestre et on le voit dans les organisations. Il y a beaucoup de promotions internes avec parfois la complexité de ne pas faire bouger les personnes dans les équipes où elles étaient, le recrutement externe, après, voilà, d'une autre expérience où vraiment, on le voit bien, par rapport à une expérience préalable. Alors, les compétences, un enjeu de développement. Ce qui est intéressant, et ça, malheureusement, et on voit bien cette volonté de demeurer manager, tout le monde n'a pas envie de changer. On voit bien que je peux rester au même niveau, je peux monter, mais aller ailleurs, c'est différent.
Et c'est peut-être d'ailleurs une problématique sur laquelle nous allons devoir travailler, puisqu'à un moment donné, c'est très complexe de rester à des postes avec de grandes tensions. Le poste de management est un poste avec beaucoup de tensions. C'est un poste à charge de travail, non seulement, on va dire, physique, mais mentale. Et la durée, l'allongement de l'activité doit faire également réfléchir sur d'autres modèles. Parce qu'il y a 5 aptitudes du manager, c'est vraiment la capacité à prendre du recul. C'est vrai qu'on n'attend pas que le manager passe son stress, on le sait bien, la capacité à responsabilité et la gestion des émotions, l'accompagnement du changement et la force des convictions. Et on le voit bien dans les enjeux de transformation, la nécessité d'alignement du management avec la direction générale. En conclusion, cette étude est très intéressante parce qu'on a bien vu l'évolution des attentes et on se rend compte que ça peut changer effectivement même avec la crise sanitaire. Ce n'est pas une révolution, on est d'accord. Cette recherche permanente d'équilibre, elle n'est pas propre aux managers, mais ça montre qu'il y a tout de même une évolution. La nécessité d'avoir les compétences associées et la question si ça peut s'apprendre, eh bien, on peut renforcer effectivement cette dimension stratégique du recrutement des managers et développer leurs compétences. Bon nombre d'entre nous l'ont fait pendant cette période de confinement en faisant notamment des formations dédiées au management à distance, mais qui peuvent également se trouver en parallèle par rapport aux managers. Voilà pour cette première partie. Céline et Bruno, est-ce qu'on a des questions avant de passer à l'autre? Alors, justement, Madame Breton-Coni, pour le moment, nous n'avons pas de questions. Donc, je rappelle aux personnes qui nous regardent, parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont en train de nous écouter, que vous pouvez poser vos questions par le Q et R. Voilà, comme ça, je peux les prendre en note. Il n'y en a pas eu pour l'instant et je pourrai les poser à Laurence Breton-Coni. Merci à tous. Merci. On continue. Alors, cette étude est intéressante. On va passer à l'étude qui a été menée par le Boston Consulting Group auprès effectivement de la NDRH. Vous savez, pour ceux qui sont membres de l'association, on fait souvent des enquêtes. C'est le cas en ce moment. On a une conférence de presse la semaine prochaine et donc on fait des enquêtes flash qui nous permettent effectivement de donner le ressenti. Alors, quand on parle de notre type de DRH français, c'est vrai que c'est toujours à prendre un petit peu au conditionnel, ce n'est pas représentatif de toutes les entreprises, puisque ça veut dire qu'il faut que ce soit des entreprises qui aient au moins une fonction RH. Hein, donc, ça limite. Avoir 458 répondants, c'est vraiment une belle taille. Hein. Je crois que le plus, on a dû avoir 600. Aux alentours de 450, c'est vraiment assez représentatif. Donc là, vous retrouvez les tailles d'entreprise. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a aussi des entreprises qui ont un fort panel de cadres et on voit un petit peu la répartition qui va avoir effectivement un impact sur les résultats de cette étude. Maintenant, ce qui est intéressant, vous voyez, on est au mois de juin. Là, on se retrouve au mois de juin 2019, donc juste au moment où on a été déconfiné. Rappelez-vous, bon nombre d'entre nous sont déjà retournés sur les sites. Et en fait, on se rend compte que 85% d'entre nous souhaitent un développement pérenne du télétravail. J'ai bien du télétravail et pas ce que je dirais de l'ersatz du télétravail que nous avons vécu en période de confinement. Je suis tout à fait en phase avec ce que disait Céline, des collaborateurs qui n'avaient pas forcément les ordinateurs adéquats, hein, parce que toutes les entreprises n'avaient pas équipé de portables leurs collaborateurs, ceux effectivement qui n'avaient pas accès à leurs outils en ligne, ceux qui vivaient dans des environnements de travail qui n'étaient pas de qualité ou qui faisaient en même temps la classe aux enfants, ce qui est bien sûr très compliqué. Et en même temps, je rappelle, nos clients et nos prestataires aux uns et aux autres étaient dans la même situation. Donc, quand on nous dit c'était super cette période de télétravail, ce n'est absolument pas ce qu'on appelle une expérience de télétravail. C'est finalement une forme de télétravail qu'on appelle, en tout cas chez moi, une forme dégradée de télétravail. Cela étant, on est bien d'accord que ça va bouleverser les pratiques managériales. Combien nombre d'entre nous, au poste que nous avons, ont entendu des collaborateurs ou des représentants du personnel nous dire, eh bien, dans telle équipe, il n'y a pas eu de réunion d'équipe pendant un mois. Vous imaginez, chacun étant tout seul, les managers faisaient en général, et c'était le cas aussi pour mon équipe, on fait des réunions hebdomadaires. J'ai différentes RRH, mais elles aussi le faisaient
Voilà. Alors, certains s'attendent à des gains de productivité liés au télétravail. Bon, de toute façon, c'est évident qu'entre pas travailler et avoir du télétravail dégradé, c'était mieux que rien, et on ne peut pas dire le contraire. Donc, forcément, c'était mieux. Après, nous savons bien que c'est lié aussi à l'activité que nous avons. Certains ont développé des modes agiles. On le voit bien à l'informatique, on a différents modes d'apprentissage, mais surtout, on voit que 59% des répondants ne s'attendent pas ou peu d'investissement pour cette transformation. Cela étant, c'est parce qu'on n'est pas en Grande-Bretagne, parce qu'en Grande-Bretagne, pendant un temps, pour pouvoir faire du télétravail, il fallait avoir une pièce à part. Je rappelle que c'est ça le vrai télétravail, c'est pas être sur le coin de sa cuisine, comme on l'a entendu parmi des collaborateurs, où l'égalité femmes-hommes n'a pas forcément été respectée pendant le confinement. Cela étant, le confinement a fait bouger les lignes sur les nouveaux modes. On voit qu'un plus grand nombre de salariés ont été concernés. Bien entendu, quand on est obligé de rester chez soi, on va dire que c'était un non-choix et qu'il fallait mieux faire du télétravail, même en mode dégradé, que ne pas travailler du tout. Je rappelle cependant que pendant le confinement, on a quand même fait, bon nombre d'entre nous, de l'activité partielle. Ça a représenté 8 millions de salariés sur le mois de mai. Sur le mois de mai, il y avait plus de 8 millions qui ont été touchés pour à peu près 1,6 million en ETP. Donc, c'est un peu particulier. Et on voit l'intensité. Bien entendu, l'intensité était fort différente puisqu'il y a quand même des métiers qui étaient obligés, je ne parlerai pas que des professionnels de santé, mais tous ceux qui ont permis de faire tourner notre pays, pendant que les autres étaient enfermés chez eux. Et donc, effectivement, comme nous, dans des sites même de prestation de services, nous avions forcément des personnes à la sécurité, au dispatchage, des personnes que nous avons remerciées pour leur présence, qui ont veillé sur nos sites et sur l'organisation, on va dire, logistique de nos activités. Alors, cela étant, on voit bien que le télétravail reste pérenne, on l'a vu, 85%, et donc on va voir une hausse de ce télétravail. Bien entendu, et c'était une évidence, les activités n'ont pas basculé de la même façon vers le télétravail. On le voit bien. Je rappelle aussi un souci que j'ai quand certains me disent le tout télétravail. Je rappelle quand même que si on peut travailler à 100%, je ne vois pas pourquoi les emplois seraient localisés en France. Certains devraient prêter attention quand ils pensent que l'on peut se disperser. Et on l'a bien vu, il y a aussi des risques psychosociaux à faire trop de télétravail, mais il y a aussi un risque pour l'emploi. Certains devraient s'en souvenir quand ils sont trop en faveur du télétravail, en tout cas au maximum, c'est-à-dire à 100%. Et on va le voir tout à l'heure que c'est fort différent. Maintenant, 60% d'entre nous prévoient quand même que plus de 25% de leurs collaborateurs en télétravail. Donc l'intensité, on le voit, entre un jour ou moins, cette évolution, et on voit bien que le tout télétravail est très minoritaire, et c'est un petit peu normal parce que finalement, 2 jours de télétravail en moyenne pour les entreprises, c'est à peu près ce que l'on retrouve. Beaucoup, effectivement, de télétravail en mode habituel, ce sont plutôt des journées mobiles dans la semaine et pas des journées fixes. Maintenant, les bénéfices, on viendra tout de suite après sur les inconvénients. Eh bien, ça répond à des attentes des collaborateurs. C'est vrai que les transports restent, notamment en Île-de-France, souvent un point noir. On remercie aujourd'hui, la grève, ça a été plutôt bien. Alors, c'était quand même compliqué. Je suis une pro des transports en commun, donc voilà, le RERB a fonctionné, ça a été aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un point qui est souvent mis en avant, les transports pour l'Île-de-France. On se rend compte que les gains immobiliers, ça pèse pas trop. D'ailleurs, pendant cette période Covid, il était bien dit que le flex office, en plus, c'était chacun son bureau, c'était plus sécure. Et maintenant, c'est pas forcément, en tout cas ce qui est mentionné, n'est pas considéré comme un levier pour faire évoluer la structure d'emploi. Bien entendu, quand il y a des bénéfices, il y a aussi des risques, et c'est le risque de cohésion et les risques psychosociaux. C'est vrai que nous avons en tout cas beaucoup sollicité notre service médical pendant cette crise, et notamment l'orientation des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. C'est pour ça que le rôle du management était pivot, pour bien voir en réalité les personnes qui avaient des problèmes avant
finalement se sont retrouvés toujours avec des soucis pendant ce temps. Je vous demande juste une minute. Voilà, j'ai un message urgent qui vient d'arriver. Donc, alors à l'époque, on avait peu d'inquiétudes concernant la productivité et le turnover. Bon, en tout cas, c'est les résultats de l'étude. Après, ça appartient à chacun. Je vais quand même mentionner que ce sont des principes de contingence, puisque effectivement, en fonction de l'activité, nous ne sommes pas les uns les autres dans le même cas de figure. Maintenant, pour le turnover, effectivement, avec la période de Covid, ce n'est pas des moments où effectivement on a beaucoup de démissions. Les démissions vont en avoir toujours la même chose, c'est effectivement l'IT et les commerciaux. Je prends juste une minute pour gérer cette petite urgence qui est souvent le problème de nos métiers. Vous avez coupé mon micro, c'est bon. Vous avez mon micro, vous m'entendez? Ok, merci. Non, j'ai fait un SMS et j'espère que ça va aller. Je ne sais pas où ça en est. Alors, donc effectivement, on se rend compte que cela va modifier les pratiques managériales et on s'en est vraiment rendu compte avec maintenant l'obligation, en tout cas avant la fin de l'année, de suivre une formation manager à distance pour l'ensemble de nos managers et surtout une sensibilisation aux managers. Bien entendu, on a une révolution des outils. Ça a été très rapide pour ceux dont le métier n'utilisait pas Zoom. Nous utilisons Zoom parce que un des métiers du groupe AFNOR, c'est la normalisation. Au niveau de l'ISO, ils ont choisi Zoom. Donc Zoom est notre outil aussi à nous, bien entendu, un Zoom codé. Et donc, on va voir que ça modifie, bien entendu, et nos pratiques. Cela étant, on n'a jamais été autant en première ligne et ça ne va pas s'arrêter à la fois dans l'organisation du travail et bien entendu l'environnement de travail. Donc on voit des refondations nécessaires. Vous les voyez effectivement dans l'évolution du rôle du management post-crise. Je rappelle qu'on se rend bien compte que si une refondation est nécessaire, le rôle est indispensable. J'ai toujours à l'idée les légions romaines. Nous, on garde à peu près ce modèle. Un manager pour 10 salariés. Je rappelle que les légions romaines, c'était voilà, en matière d'organisation, même si c'est guerrier, mais pour autant, en matière de structure managériale, ça a toujours été mis en avant. Maintenant, l'organisation du travail, on va vers plus d'autonomie, de transparence. Rappelez-vous, on doit quand même toujours avoir le contrôle. Les outils aujourd'hui le permettent. Mais je dirais que ce n'est pas du contrôle a priori, c'est plutôt un suivi et les outils le permettent. Et bien entendu, la collaboration entre les équipes, on s'est rendu compte plus que jamais de la nécessité d'agilité. Voilà, on a testé certains modes, j'imagine vous aussi. On a testé des modes de travail. Cela étant, on a besoin de présentiel, puisque rien ne vaut cette synergie quand vous voyez l'autre. Notre communication est quand même à plus de 80% liée à nos mimiques, à nos expressions, plus qu'au fond. Des priorités quand même pour développer le télétravail. Notre problème, ça a été l'impact financier. Je rappelle que pour ceux d'entre nous qui n'avions pas d'accord qui mentionnait un paiement, nous n'étions pas contraints de payer. J'ai fait beaucoup de webinaires au niveau de la NDRH pour nos membres avec un avocat justement pour rappeler les principes du webinaire. Eh bien voilà, j'en ai fini Céline et je vais pouvoir vous rendre la parole. Merci beaucoup, Laurence. Je vais du coup repartager mon écran. J'ai une question, Laurence. Il est demandé, du coup, comment contrôler le télétravail SIRH? Alors, comment contrôler le télétravail? Je comprends, mais SIRH, pourquoi? Comment contrôler le coût du... Ah. Comment peut-être au niveau de comment je comprends la question, peut-être la personne peut la compléter, mais c'est pas votre système d'information et informatique, comment
vous permet d'être dans le contrôle du travail effectué à domicile, si je comprends la question. D'accord. Alors, il faut savoir que avant le groupe AFNOR, j'étais à la Haute Autorité de Santé, où on avait fait des expérimentations de télétravail avant de faire un accord. Ici, nous, on a ce qu'on appelle un accord de travail occasionnel à distance. Et donc, pour mettre en place au sein des équipes, nous avons des indicateurs propres qui sont liés à l'équipe de travail que l'on suit. Alors, vous avez bien entendu des indicateurs qui sont liés au métier, qui sont liés à la productivité. Nous avons également des indicateurs RH qui sont liés notamment à l'absentéisme et au baromètre social. Donc, en fait, chaque équipe a 5 critères, dont 2 obligatoires qui sont des critères RH. Pour nous, l'absentéisme est un vrai critère, comme les résultats du baromètre social également. Donc après, en fonction du métier, je vais vous donner un exemple. On a un organisme certificateur. Donc là, quand on est dans des départements qui s'occupent de la planification des audits, on a des outils qui nous permettent de savoir à combien nous sommes de pourcentage de planification, par exemple. Donc, dans chacun des métiers, il y a l'obligation de faire un état des lieux. Et surtout, le télétravail n'est pas donné ad vitam aeternam. Chacun peut revenir, que ce soit la personne qui est mise en télétravail. Ça, ce sont des points importants puisque typiquement, après le confinement, il y a des personnes à qui on a enlevé le côté éligible au télétravail, alors que leur métier y était, mais elles n'ont pas réussi à télétravailler. Donc, vous pouvez avoir des personnes de qualité qui sont en incapacité. Donc, il faut faire la différence entre le métier, la productivité et la personnalité. Mais ça n'empêche pas que vous avez des personnes bien. C'est juste que soit ils travaillent trop, j'ai plus l'autre côté qui ne travaillent pas assez. Voilà. Qui n'arrivent pas à s'organiser, trop de tentations, j'imagine, à l'extérieur du bureau. Je ne sais si j'ai répondu à la question. A priori, à moins que la personne nous réponde. J'ai une autre question. Est-ce que vous pourriez nous citer des exemples de méthodes de management dites agiles? Ça va être ce qu'on appelle le Scrum, notamment pour l'informatique, qui a un nouveau mode de planification et de travail des projets. Moi, je ne suis pas formée au Scrum, mais en fait, c'est plus des étapes et de retravail en collectif plutôt que d'attendre des étapes ultérieures. Donc, c'est vraiment un système collectif de travail. Et au départ, on a vraiment, parce que nous, on a des métiers dans l'édition au niveau des systèmes d'information. Et donc, on a beaucoup d'IT chez nous, contrairement à ce que l'on peut penser. Et ce sont des projets, c'est pour que les projets partent beaucoup plus rapidement. Et c'est surtout pour qu'on embarque tout de suite. Plutôt qu'avoir des lignes qui partent, en fait, c'est une gestion du projet global petit par petit, où on est obligé de valider et pas faire des projets, on va dire, 3 mois, au bout de 3 mois, on regarde et on passe ailleurs. Eh bien, on fait des projets. Donc, il y a différentes méthodes, mais les méthodes agiles viennent d'une part de l'IT et d'autre part dans le développement produit. Ce sont des méthodes, on va dire, qui font la démarche d'intelligence collective, de démarche participative. C'est ce qu'on appelle les démarches agiles. D'accord. Et est-ce qu'il y a des centres de formation qui traitent de ces questions? Ah oui, bien sûr. C'est ce qui nous est demandé aussi. Oui, il suffit de regarder, il y en a un peu partout. Oui. Nous, on a fait beaucoup de formations à ces méthodes pour toutes les équipes qui s'occupent du développement. Parce que nous, on a des grosses équipes de développement, comme des grosses équipes IT, et elles ont suivi ces formations, qui ne sont pas les mêmes. Celles de l'informatique, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes que celles qui sont pour les pratiques de développement produit. C'est pour aller plus vite et puis mieux. Oui, c'est ce qu'on appelle les méthodes agiles. Concernant le télétravail, il y a une question qui nous est posée. Est-ce que pour une PME, il convient de faire une charte précise en reprenant les indicateurs de suivi du télétravail? Alors, en fait, c'était dans le dernier accord du TOAD, j'ai mis une charte à l'intérieur. Bon, il se trouve que j'ai signé avec les partenaires sociaux, mais c'est vrai que maintenant, on a en fait le contraire par la loi, qui serait plutôt que nous d'expliquer pourquoi on ne peut pas faire du télétravail. Cela étant, moi, j'ai toujours fait une charte et j'ai toujours mis dans les accords que l'on pouvait revenir dessus
puisqu'il faut des éléments de mesure. Et si la personne ne répond pas ni à la productivité, ni à la disponibilité, ça c'est aussi des points importants, c'est les plages de disponibilité. Hein, c'est pas chacun fait comme il veut. Typiquement, dans mon organisation, on a ce qu'on appelle des plages mobiles le mardi et jeudi, mais quand vous êtes en télétravail, vous avez des plages fixes. Vous avez, donc c'est différent, vous avez des horaires fixes à faire dans la journée. Donc tout cela, ça doit être mis, et je suis d'accord avec vous, même quand vous êtes une petite entreprise, il ne faut pas qu'il y ait effectivement des zones d'incompréhension. Donc il faut tout écrire sur la table, comme ça, si à une personne vous dites, eh bien, écoutez, là, ça ne fonctionne pas, vous avez des éléments concrets pour revenir dessus. Oui, de toute façon, il faut l'écrire. Ça évite effectivement une incompréhension de part et d'autre. Plus de questions, Bruno? Alors, oui, pardon. Alors, j'ai essayé de comprendre en même temps la question. Bon, je vais vous la lire. Notre société a été créée au début de cette année. Pensez-vous que cela soit un bon argument pour ne pas permettre le télétravail aux salariés du fait du lancement de l'activité? Alors, il faut toujours avoir des raisons objectives. Si aujourd'hui, alors après, on va dire, dans le meilleur des cas, ce serait bien. Cela étant, il faut faire preuve d'une certaine souplesse aujourd'hui, parce que comme vous gérez les cas de suspicion Covid ou dans les écoles, on est bien obligé, ou alors il faudrait que votre activité ne soit pas éligible au télétravail. Ça, c'est la première étape. Petit 1, est-ce que votre activité est éligible au télétravail? Oui ou non? Et après, pour la question du télétravail pérenne, nous avons des règles qui sont liées à une ancienneté minimum dans la fonction. Voilà, donc on a des règles qui sont très particulières. Mais là, aujourd'hui, et on gère une situation de crise où, vous ne pouvez pas effectivement avoir soit un arrêt de travail, Amélie, soit une activité partielle, quand le métier que vous exercez est un métier qu'on peut avoir en télétravail. Donc, mais il faut quand même bien dire, quand c'est accordé, que c'est en mode dégradé. Et ça n'obère pas de la suite. Puisque je vous dis, nous, on a enlevé des personnes du télétravail. Et donc, résultat, elles le savent, elles ont été arrêtées. D'accord. On nous demande aussi où est-ce qu'on peut trouver un modèle de charte qui peut aider, bien sûr, à définir les indicateurs, et notamment pour du personnel administratif. Alors, les chartes, on peut en trouver partout sur Internet, je peux participer, mais pour les administratifs, en fait, ça dépend de votre activité. La meilleure des choses, c'est qu'en général, on a tous des KPI. Donc, vous servez quand même de vos indicateurs de performance. Qu'est-ce qui fait que vous êtes performant? Est-ce que c'est votre taux de réponse, la rapidité du traitement des réclamations clients? Est-ce que c'est le nombre de dossiers traités? Ce qu'on appelle le Net Promoter Score, c'est-à-dire les clients satisfaits. Ça, c'est un travail qui doit être fait en amont. En réalité, dans le télétravail, on se sert déjà des tableaux de bord de pilotage d'activité que nous avons. L'intérêt, c'est vraiment un intérêt au niveau de l'équipe, puisque le manager est responsable. Et moi, parfois, j'ai des managers qui me disent, moi, telle personne n'a pas travaillé. Donc, je leur dis, d'une part, c'est leur responsabilité. Après, on va les aider. Soit ils refusent que la personne soit en télétravail, soit on est obligé parce que la personne ne correspond pas au poste. Et donc, c'est important, effectivement, de travailler en amont, mais il faut juste que vous soyez très clair sur ces objectifs et que ce soit des objectifs partagés. Donc, une question là en situation d'activité dégradée au niveau des TPE hôtellerie. Comme il n'y a pas de télétravail, on nous dit pas de DRH, comment faire respecter une charte sanitaire interne sans verser trop vite dans le disciplinaire? Voilà. Déjà, on va citer juste l'extrait du port du masque qui est obligatoire. Donc, nous, on a fait une annexe au règlement intérieur. On a eu un bruit de couloir qu'un manager ne le mettait pas dans certaines circonstances. Comme je suis référente Covid et DRH, je lui ai écrit en mettant son directeur en copie pour lui demander si ces bruits de couloir avaient une réalité. Et après, on a mis avec nous, en fait, la CSCT et le CSE. Et quand il y a des points de dysfonctionnement, eh bien, ils nous sont rapportés.
c'est vrai que nous, on a fait la distribution des masques et puis quand même, vous savez, il y avait la norme SPEC-TAF-Nord, on est assez disciplinés pour ça. Mais c'est aussi l'autodiscipline les uns avec les autres. Mais il faut dire les choses. Si vous ne les dites pas, ça ne marchera pas. Et puis, vous pouvez toujours faire des avertissements si nécessaire. D'accord, je vous remercie. Laurent, j'ai une question qui s'adresse peut-être à Céline. Quelles dispositions sont possibles pour un accompagnement ou soutien psychologique à l'échelle des salariés, compte tenu d'une activité fluctuante? Alors, moi, j'aurais tendance à vous renvoyer en premier lieu vers votre service de santé au travail, puisque votre service de santé au travail est bien souvent doté de psychologues du travail en interne, par exemple, sachant que nous, services de santé au travail, on ne peut pas accompagner jusqu'à du soin, y compris en psychologie. Par contre, on peut avoir quelques entretiens avec la personne pour l'orienter au mieux en fonction de sa problématique. Après, si la problématique elle est liée au travail, à l'organisation du travail aussi en particulier, en complément de soutien psychologique ou même en amont d'un soutien psychologique, il y a peut-être des choses à faire sur lesquelles votre service de santé au travail peut vous accompagner via ses psychologues, via un intervenant en prévention des risques professionnels, via le médecin du travail. Donc, pourquoi je vous parle de cet accompagnement en premier? C'est que déjà, il est compris dans vos cotisations. Comme vous parliez d'une activité fluctuante et d'un manque de projection lié à la crise, il y a peut-être la question économique derrière votre, votre question. Donc là, vous payez déjà des cotisations et votre service de santé au travail, c'est sa mission de vous accompagner aussi sur ces sujets-là. Et ensuite, si le soutien psychologique des salariés en individuel doit être plus poussé, là, ça relèvera aussi de pratiques de soins au niveau de la médecine de ville. Et donc là, il y a différents systèmes en fonction des revenus des salariés qui peuvent leur permettre d'être accompagnés. Merci Céline. Il nous reste une question sur des problèmes d'anxiété liés à la crise, donc ça a pu générer. Est-ce que vous pensez que les entreprises vont davantage mettre en place des solutions de bien-être et relaxation pour leurs salariés? Peut-être la prendre, cette question. Dans beaucoup d'entreprises, on a mis en place aussi des lignes d'écoute. Chez moi, par exemple, on a mis en place le réseau des entraidants. On travaille beaucoup avec le Québec. Ils ont d'ailleurs une norme québécoise qui est devenue une norme canadienne sur la prévention, promotion de la santé en entreprise. Donc là, en fait, le réseau d'entraidants, c'était des personnes du CSCT, mais des personnes d'expérience et réputées qui pouvaient répondre à des questions de premier niveau et ensuite orienter vers la médecine du travail si c'était nécessaire. Donc là, on a pu orienter des personnes. Et à partir du mois d'octobre, alors nous, c'est pas la relaxation, c'est surtout, on travaille beaucoup sur les signaux faibles. Et ça, c'est le plus important. C'est une politique qu'on a depuis des années, c'est-à-dire de détecter. Et les managers aussi, on les forme, on les a formés à l'entretien de réaccueil après une absence maladie. Et maintenant, on passe au stade supérieur, les politiques de retour en emploi qui vont nous permettre de contacter les personnes au bout de 15 jours d'absence maladie. Parce que souvent, on a des personnes anxieuses qui finissent effectivement par des arrêts maladie. Imaginons qu'on ne l'ait pas détecté. En plus, dans la majorité des cas, ce n'est pas en raison de l'activité professionnelle. Souvent, malheureusement, les vies individuelles sont parfois très compliquées et les deux ensemble rendent inévitables certaines situations. Donc, nous, on essaye de faire ces signaux faibles et puis après, on va effectivement mettre en place cette politique de retour qui a été validée par la CSCT et notre médecin du travail. L'objectif, c'est vraiment de traiter puisqu'on a des personnes qui sont devenues un peu phobiques pour revenir sur les sites. Et ce n'est pas forcément des personnes vulnérables.
Merci Laurence. Donc oui, ça rejoint un peu la dernière question, je pense, parce qu'on nous demande justement quels sont les outils managériaux ou dispositifs qui peuvent être mis en place. Donc là, vous venez de nous donner une des réponses, je pense. Est-ce que vous vouliez rajouter d'autres choses sur ce sujet des outils managériaux? Non, moi je dirais, puisque si on est tous réunis aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près le même type de fonction, qu'il ne faut pas que nous nous oublions, parce qu'aujourd'hui on a énormément travaillé avec cette crise qui n'est pas finie, hein. D'autant nous les DRH, on a les conséquences de la crise sanitaire maintenant à traiter, parce qu'il y a forcément eu un impact, et c'est pas fini, économique, hein, et forcément social. Donc il faut que nous pensions aux autres managers et puis prendre soin de soi. C'est une démarche de santé globale. En tout cas, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour partager avec vous les travaux de la NDRH. Merci, merci beaucoup à vous, Merci Laurence. Laurence. Juste en termes de conclusion, juste pour vous rappeler effectivement que vos services de santé au travail sont à votre disposition, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, en reprenant quelques exemples de sujets sur lesquels on peut vous accompagner. Donc sur le suivi individuel de la santé, là vous connaissez bien les actions qu'on peut mener, et en ce moment plus particulièrement pour les personnes les plus vulnérables. Les conseils en prévention des risques professionnels, j'ai évoqué le document unique ou d'autres documents réglementaires, la mise en œuvre du protocole sanitaire, on peut vous accompagner là-dessus, donc n'hésitez pas à nous solliciter. L'organisation du télétravail aussi, pour le penser au mieux en fonction de votre activité, en fonction des métiers qui sont présents, et vous-même pourrez juger des compétences et de l'autonomie des personnes et du management à appliquer dans ce cadre-là. Et puis sur l'accompagnement psychosocial qu'on a évoqué aussi, donc on a effectivement des cellules psychologiques, y compris des numéros verts accessibles à vos salariés, et on peut intervenir pour vous accompagner en prévention et en sensibilisation sur les risques psychosociaux. Et je rajouterai enfin tous les supports qui sont construits et mis à votre disposition par les différents services de santé au travail. Donc vous retrouverez dans ce support les liens vers les sites de vos services de santé au travail qui ont organisé cette conférence. Et en conclusion, je voulais vraiment remercier Madame Laurence Breton-Cueny pour sa disponibilité et pour la qualité de son intervention aujourd'hui. Bruno aussi pour nous avoir aidé à organiser ces questions pour qu'on puisse y répondre au mieux. Vous remerciez vous d'avoir été présent cet après-midi, et je vous rappelle aussi que donc le support sera disponible sur le site de la Fédération dès la fin de la conférence, et le replay sera disponible demain matin. Je vous remercie beaucoup. Nous n'avons pas pris a priori trop de retard sur le webinaire. Merci à vous. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir.